Max, on a notre cher invité, Dr. Paul Simard, psychologue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Doc Simard, ça va bien? Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Oui. Oui. Sont-tu rares les journées où tu es de bonne humeur? Quand même. Ouais. Ben, j'aime ça, moi, me promener dans tout le registre des émotions. Donc, je ne me tiens pas seulement dans les émotions agréables. Parfait. Mais je pense qu'on navigue tous dans toutes les sortes d'émotions, mais on l'exprime peut-être pas tous de la même façon. Oui, puis il y en a qui font un petit peu du déni par rapport à leur vécu émotionnel. Puis ils vont répondre à la question « Ça va? » Ça va. C'est une sorte de... On en a parlé la semaine dernière. Ouais. On se le demande plus, nous autres. Non? Non, parce que hypocritement, on répond tout le temps « Ben, ça va. » Ben, moi, je dirais pas que c'est hypocrite. Je dirais que c'est du lubrifiant social. Ah. Ça facilite les échanges. À la base, dire ça à quelqu'un, c'est comme si je lui sous-communique. On n'est pas des ennemis, hein? On n'est pas des... ça va, genre? C'est un signal d'apaisement. Lubrifiant social. Lubrifiant social. Même bon. si c'est pas forcément vrai, par contre. Ouais. En tout cas, nous, on aurait dû se le demander. Ben, on s'en parle hors d'onde. En onde, on aurait dû se Moi, le je demande demander. jamais ça à mes clients en thérapie. Ah non? Non, je leur demande toujours, t'arrives dans quel état aujourd'hui? Très bon. Donc, un état, c'est pour mesurer le verbe être et non pas le verbe faire. Donc, tu sais, comment ça va? C'est le mouvement. Les gens sont prisonniers en plus du pilote automatique face à ça. Donc. Oui, c'est vrai, tout à fait. Max, t'arrives dans quel état aujourd'hui? Je vais bien. Ah, c'est bon. Je vais bien. Je suis émotif aujourd'hui. Je vais dire ça comme ça. Il m'est arrivé un petit truc avant qu'on rentre en onde, puis un beau truc. Vraiment une belle affaire. Puis ça m'a fait refléter sur mon passé, tout simplement. D'où est-ce que j'arrive, où est-ce que je suis présentement. J'ai versé une petite larme, ça m'a fait du bien. Ben voyons, Fait c'est que bien beau. je suis dans l'émotion en ce moment. Je suis vraiment dans l'émotion, fait que ça va être le fun aujourd'hui. Nice. Oui, on est tous dans une bonne vibe. Ouais, toi, comment ça va? Ça va. On se le demande plus! Mais là, je te le demande. Non, ça va très bien. Oui, vraiment. Deuxième journée pas pire, le côté santé. Donc, quand la santé va, tout va. Hein? Hey, C'est c'est vrai. de la merde ce qui nous est arrivé cette semaine. Sérieusement, c'est quelque chose, mais je pense Là, qu'on n'est là. pas tout seul. Là. Paul, même chose, on s'en parlait. Là, quand on est touché par ce virus-là, on dirait que ça traîne un mois de temps. Donc, on est avé d'arrêter de vous en parler. Changez pas de poste! Mais non, mais on sympathise. On sympathise avec tout le monde qui comme nous, là, combat cette espèce de merde qui nous atteint, là, qui nous rend down quand même. Là, je veux dire, quand t'as pas d'énergie, c'est difficile de fonctionner. Ouais, peut-être que ça va aider certaines personnes à comprendre qu'est-ce que l'épuisement de compassion. Parce qu'il y a des gens qui étirent, on pourrait dire, leurs ressources en voulant aider. Des gens, les proches aidants notamment, qui se font bouffer des ressources intérieures constamment. Donc, c'est très, très, très difficile. Il y a un parallèle à faire avec Ouais, le c'est syndrome du sauveur aussi. Aussi, le stress chronique, tout ce qui perdure, Ouais. ça fatigue les ressources. Ouais. Puis c'est important aussi, si votre médecin vous dit « Hey, c'est important de te reposer, là », faites-le. Parce Ouais. que si vous épuisez votre système... Si votre système immunitaire est faible, Ouais. vous continuez de travailler fort, puis de continuer de faire des trucs, bien, vous risquez de réattraper un autre virus, une autre souche, puis de retomber encore. Alors ça, il paraît que quand on le dit à une animatrice de radio, d'ailleurs, c'est rarement respecté. Ça marche pas. Ouais, Là, c'est ça. exactement Non, le ça même. marche. Ça marche. Qu'est-ce J'ai que tu tout me dis là? délégué côté événementiel. Ah, OK. Mais vraiment, là, encore en fin de semaine, regarde, ça va faire 2 événements. Mes 2 plus gros événements de l'année, je délègue complètement. Bon, OK. Hey, pour Il y a de vrai, c'est l'avancement. Il y a de l'avancement. Mais certainement, moi, je le vois comme une grosse réussite. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand les médecins donnent ce genre de diagnostic-là, ce genre d'informations-là, ils sont pas souvent respectés. La vie va Non. vite aujourd'hui, puis c'est Ben pas tout le oui. monde qui a les moyens d'arrêter de travailler. Et Des ouais. fois, c'est une question d'assurance, des fois, c'est une question de l'emploi qu'on occupe. Ben exact. C'est pas tout le monde qui le fait, puis ben, ça joue sur notre santé à long terme. Mais c'est difficile, surtout quand tu es ton propre boss Ah ou oui. quand tu as un travail, justement, où tu es pas mal la seule personne à effectuer ces tâches-là. C'est difficile de s'absenter, c'est Ouais. difficile de s'arrêter. Côté famille aussi, c'est très demandant. Il faut que tu sois là pour tes enfants, les repas et tout ça. Donc, On aime ça rester dans le monde du désir, de ce qu'on aimerait, puis on plonge pas souvent dans notre vrai besoin. Non. C'est comme si on reste souvent dans ça. Là, moi, je veux ça, mais mon besoin, lui. Puis là, on Ouais. se néglige de manière chronique, là, puis là, C'est vrai. on installe une habitude, puis là, c'est ça qui est compliqué après pour revenir vers la santé. Fait que c'est pas tant la mise en place de la santé mentale qui est compliquée que revenir du lieu lointain des avantages secondaires vers soi-même. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'on peut faire le parallèle avec l'identité. Les gens se voient souvent comme ils l'aimeraient être plutôt Ah oui. qu'ils sont vraiment, plutôt Tout que le ce temps, c'est qu'ils vrai. sont vraiment. ouais. Il y a des belles études là-dessus, ça, sur des gens qui se sous-évaluent et d'autres personnes qui se surévaluent. Et savais-tu que ce sont les gens, mettons si on parle de beauté, là, Ouais. ce sont les gens qui sont dans la moyenne des standards de beauté générale qui ont une évaluation, somme toute, réaliste. Quand on leur demande de s'évaluer,
puis quand les autres les évaluent, les gens dans la moyenne, ils ont un bon score. Mais les gens qui sont d'une beauté standard inférieure, ils ont tendance à surévaluer leur beauté. Ils ont une vision distorsionnée d'eux-mêmes. Ouais. Puis les gens qui sont dans un très grand niveau de beauté standard externe, ils ont tendance à se sous-évaluer. Ouais. Wow. C'est comme s'il y avait une régression vers la moyenne. Tout le monde tend à essayer de s'identifier aux facteurs moyens. On veut pas être différent. C'est ça. C'est un réflexe animal. Doc, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'effet Pygmalion? Ça me dit quelque chose. C'est de... si tu désires être quelque chose, tu laisses croire aux gens que tu l'es et... Tu le deviens. Tu le deviens. Oui, oui. Est-ce que tu crois à ça? Oui. Oui. On pourrait faire un lien avec un parallèle. Ah ouais, c'est ça que j'allais dire. Je savais que tu allais aimer ça, ce concept-là. Mais oui, c'est l'effet de modeling, quelque part. Puis moi, en psychologie, j'aime utiliser le concept de prophétie autoréalisatrice. Wow. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des comportements qui fitent avec nos croyances. Puis là, nos comportements, ils génèrent des événements. Puis là, quand l'événement il arrive, ils disent « Ah, quand tu vois, je le savais! » Ouais, mais c'est toi qui l'as produit. Là, donc, c'est pour ça qu'on génère nous-mêmes nos propres réalisations. En plan, on est surpris du résultat. Mais ça se peut qu'à force de faire ça, il y a des gens qui s'identifient à leur création. Très intéressant. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de toute cette pression qu'a sur les célibataires, surtout, sur les couples aussi. Ah ouais. Mais la pression de la Saint-Valentin. Ah! Cette pression sociale que les gens se mettent, les gens portent cette pression-là, qui est pourtant, c'est une fête qui est commerciale, on va se le dire. C'est une fête qui... toutes les fêtes sont commerciales. Oui, toutes les fêtes sont commerciales, effectivement. Ça met l'accent sur les relations amoureuses, mais ça ne signifie pas qu'en tant que célibataire, vous êtes moins important ou moins aimable. Ouais. C'est essentiel de se rappeler que ça ne définit pas votre valeur en tant que personne. Mais n'eût été du fait que ce soit une fête commerciale, je pense que ce qui vient en ligne de compte là-dedans, c'est que c'est la pression sociale qui agit. Oui. C'est que tout le monde le fait, donc on veut, encore une fois, rentrer dans le rang, on veut être comme tout le monde, on veut pas être différent. Et à la seconde où on est différent, faut l'expliquer, puis c'est pas tout le monde qui est capable de l'expliquer. Non, puis même chez les couples, il y a des gens là, qui, hier, fêtaient la Saint-Valentin, puis là, par exemple, madame était dans sa semaine, elle pouvait pas faire l'amour, ou... Bon, elle peut, mais bon. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire l'amour lorsqu'il y a des règles, donc ça peut créer un certain malaise. Ça se peut que t'aies pas envie de faire l'amour, autant homme que femme. Donc, c'est comme si cette journée-là, il fallait que ça se passe, alors que c'est pas tout le monde qui a envie, c'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'on se met cette pression-là, alors que d'être célibataire, on devrait tellement cesser de vouloir voir l'amour comme étant un but dans la vie, puis de le voir plus comme un plus? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Mais moi, j'ai l'impression, dans ta manière de poser la question, que tu essaies de rendre ça confortable pour les célibataires. Ben, j'aimerais ça. Bon, ben là, moi, j'aurais le goût de les laisser tranquilles, puis de les laisser vivre leur angoisse. Oui. Parce que parfois, c'est bon de vivre une angoisse. C'est un signal d'alerte qui sert à nous dire « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas par rapport à la valeur. » Quand je compare aux autres, là, ils ont un couple, mettons, là, ben, ça se pourrait que moi aussi, ça me touche, puis j'aimerais ça en avoir un couple. Donc, c'est peut-être une invitation à clarifier sur, ben, si ça t'intéresse, la valeur couple, il y aurait peut-être des choses à mettre en place pour ça. Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi tu es célibataire? C'est ça. C'est une invitation à réfléchir, un signal d'alerte. Mais il y a des gens, malheureusement, qui vont se noyer dans ce signal d'alerte-là, puis qui vont tellement s'en vouloir puis se trouver pas correct que, malheureusement, il y a des gens qui commettent l'irréparable. Mais là, c'est parce que de la façon dont vous parlez, les boys, c'est un peu comme si on est célibataire, c'est comme subi. Parce que c'est pas parce que... D'une façon ou d'une autre, oui. Parfois, c'est subi. Quand on vit une séparation, c'est pas toujours nous qui faisons le choix de se séparer. Exact. Non, mais je veux dire... Il y a des gens qui sont célibataires. Il y a des gens qui sont célibataires par choix. Mais il y en a d'autres qui sont célibataires et c'est pas par choix. Involontaire. Oui, c'est involontaire. Oui, effectivement, c'est subi, mais j'aimerais que la personne, plutôt que de le subir, mais que la personne assume son célibat. Puis, tu sais, les aléas de la vie, ça fait en sorte que parfois, t'as pas nécessairement un problème. C'est vrai, ça. Pas parce que tu es célibataire que tu as nécessairement un problème si tu n'arrives pas à te matcher. C'est simplement que les aléas de la vie font que tu rencontres pas la bonne personne pour toi. Mais pendant ce temps-là, peut-être que tu pourrais essayer d'apprécier ton célibat
puis de trouver une façon d'être confortable dans ton célibat. C'est vrai, mais j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on vit présentement, il y a le guide du non-dit. Il y a des étapes de vie par lesquelles on doit tous passer pour atteindre le bonheur absolu. L'horloge sociale. Se mettre en couple, exactement, avoir une maison, avoir des enfants, avoir un chien. Tout ça vient en ligne de compte, puis ça agit assurément sur le fait de est-ce que je me sens bien ou non quand je suis célibataire. Parce qu'on a des normes à respecter. C'est non-dit, mais elles demeurent, elles existent, elles subsistent. Là. Exact. Fait que c'est parce que la société dit que quand tu es célibataire, tu devrais pas être heureux que... Mais tu sais, il y en a de plus en plus, on en voit des célibataires heureux. Et de plus en plus, on voit des gens qui sont même tellement bien célibataires que ça devient un mode de vie. Donc... Ben moi, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion chez les gens entre la compétence à gérer le monde affectif puis la compétence relationnelle. Fait que c'est comme si l'amour et le couple, c'est pas exactement la même chose. C'est vrai. Fait que l'amour, c'est un sentiment interne. Le couple, c'est un statut externe, transactionnel. Fait que des fois, il y a des gens qui perdent le réflexe à vivre ensemble, mais ils sont très bien à l'intérieur d'eux quand ils sont célibataires. Puis il y en a d'autres qui sont dans une grande famine affective intérieure, puis ils auraient besoin d'une expérience de succès relationnel, mais ils n'ont pas la compétence pour le faire. Donc, le principe derrière tout ça, ça serait d'inviter les gens à accueillir le signal d'alerte qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Fait que si vous êtes angoissé ou que ça vous touche ou que la Saint-Valentin fait monter un état affectif à l'intérieur de vous, ça serait peut-être important d'accueillir cet inconfort-là. Okay. Parce qu'en dessous, il y a une valeur. Il y a une invitation à vérifier. C'est comme si les sentiments, ça dit « Hey, on dirait que... » On dirait que quoi? Bon, ben, quand j'ai on dirait que je ne vis pas la bonne affaire comparée aux autres, ben, c'est le temps de faire une vérification. Est-ce que ça m'intéresse vraiment, le couple? Bon, ben, si ça m'intéresse, il faudrait que je construise la compétence ou que je m'ouvre à ça. Mais si, finalement, c'était juste par effet de pression sociale, ben, ça me confirme que je suis peut-être bien seul, moi. Oui, voilà. Ouais, faire abstraction et faire fi du monde qui nous entoure et de la pression sociale, c'est pas donné à tout le monde. Pour les gens qui auraient du mal à le faire, qui auraient du mal à faire de l'introspection pour se plonger en eux et comprendre ce qui se passe en eux, y a-t-il des techniques qu'on peut mettre de l'avant pour arriver à faire ce plongeon-là convenablement? Oui, bien, moi, je pense qu'il faudrait juste réorienter l'attention dans une autre trajectoire. Donc, quelque chose qui est un soin. Il y a deux grands guides, je pense, dans la vie là, pour commencer à déboguer des choses sur le plan de la santé mentale. C'est prendre soin de ses besoins corporels puis d'être fidèle à ses valeurs. Ses besoins corporels, c'est quoi ça, par exemple? Dormir, bouger, bien manger, l'élimination, la régulation de la température. OK. Prendre connaissance de son cycle circadien. Oui, c'est ça. Ça peut être important. S'exposer à la lumière, réduire les plaies, les maladies, les douleurs. Tu sais, il y a des gens qui ont, en ne régulant pas leur diabète, ils éprouvent beaucoup d'anxiété. C'est vrai. Mais le problème, c'est pas un problème mental relié à l'anxiété. Il faudrait que le corps reçoive des aliments. Même chose pour la vitamine D l'hiver et la lumière. Oui. Donc, les gens qui feront pas de luminothérapie, par exemple, qui vont pas dehors, ben ils vont vivre l'anxiété, voire même des symptômes dépressifs dus à la sécrétion de mélatonine qui se poursuit. Là, oui. Mais ça se peut-tu qu'on ait toujours une carence physique? Ça se peut-tu qu'on ait toujours un manque à combler? Donc, forcément, notre biologie va toujours nous atteindre psychologiquement? Il faudrait vraiment avoir une évaluation médicale là-dessus pour un bilan sanguin. Puis ça, eux sont très bons pour faire la différence, on va dire, entre un besoin de quelque chose et le manque de quelque chose. Donc, si votre corps manque d'une certaine substance ou un excès d'une molécule en particulier, c'est via le médecin, bilan sanguin, que vous allez avoir les résultats. Et à la seconde. Les hormones aussi. Oui, c'est très les important. hormones, ça joue sur... Chez les femmes, notamment, là, passé la quarantaine, on voit des femmes qui... D'ailleurs, on va avoir un épisode complet là-dessus. On a des femmes qui vont voir un débalancement hormonal, mais qui ne le savent pas. Ils ne vont pas consulter, donc elles vont essayer plein de choses, plein de suppléments alimentaires et plein de trucs, puis finalement, leur insomnie, les chaleurs, l'impatience, l'irritabilité, tout ça, c'est simplement dû à un débalancement hormonal. Oui. Et une fois que l'aspect physique est réglé, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, Mel, parce que je te l'ai jamais vraiment demandé, t'es très dans la visualisation, mais pour en arriver à l'introspection, quels sont les trucs juste avant? Paul, Mel, t'en fais-tu de l'introspection? Oui. Ben oui, j'en ai fait beaucoup. C'est quoi tes trucs pour y arriver? Ben, en fait, mes trucs pour y arriver. Moi, pendant mes 4 ans où j'étais célibataire et que j'ai essayé des relations, lorsque je vivais l'échec de ma relation, lorsque ça tournait pas comme je le souhaitais, ben là, je repensais à tout comment ça a été, puis j'ai réalisé beaucoup de choses. Mais mes trucs... moi, j'écris beaucoup aussi.
Ouais, j'écris. Une belle Ouais. porte d'entrée. Ouais. C'est ça, moi aussi. Ah oui? Oui. L'écriture, c'est comme une espèce de transition échappatoire. entre la vitesse de traitement de l'information de l'esprit. Là. Ça va très vite, les pensées. Hein? Puis le fait de déposer les écrits dans un cahier, moi, j'aime bien écrire à la main, d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Donc, ça permet de ralentir, mais en même temps, ça crée un miroir de soi. Parce que ce que j'écris, c'est quelque chose qui se passe en dedans de moi. Puis là, je me dis, non, il manque un bout, là. OK, là, je continue. Je reviens vers moi. Oh non, il manque. Puis là, on est dans le principe de base de l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est créer un miroir de soi sur le canevas, puis on fait des allers-retours entre je dépose quelque chose, je reviens ajuster vers moi, je redépose quelque chose. Puis là, à la fin de la journée ou de la session d'écriture, je me dis, ouais, ça me ressemble pour aujourd'hui. Là. Puis là, ça crée un petit peu un état d'apaisement. Puis là, j'ai déposé devant moi un support dans lequel j'ai pu mettre à la fois des tensions et des réalisations. Parce que sinon, on va vite l'oublier. Hein? À la fois le beau, puis les angoisses. Puis ce qui est important, quand on parle d'art-thérapie, c'est qu'il faut que vous fassiez abstrait de toute beauté. C'est pas ça l'important. C'est pas une production artistique. Quand vous écrivez, non, c'est pas de faire un roman qui va se vendre, c'est pas ça le point. C'est de mettre des émotions sur la table. Moi, je t'annonce que mon journal, il n'y a pas grand monde qui sont capables de le lire. Ouais, c'est parfait. Tellement j'écris vite, puis que ça sort tout seul, puis que ça y va. Là. Mais je pense que c'est ça le point. Oui. C'est ça, c'est pas de la beauté de création artistique esthétiste. Il peut en avoir. Mais c'est vraiment pas ça le but de l'art-thérapie. On est dans l'échappatoire, la brochure de mots et d'émotions. Oui. Moi, c'était ma façon à moi de... Puis pour vrai, je pense que ça m'a beaucoup aidé cette période-là. Ben, j'ai vécu ma crise à quarantaine, clairement. Là. Je pense que ça vaut la peine de faire beaucoup d'expériences, de faire des essais-erreurs, puis d'assumer, puis de prendre du recul par rapport à ça, puis après ça t'enligne. C'est bon, ça se permettre de faire des expériences là, dans l'idée que, là, je vais faire ça, mais mon objectif, c'est de vérifier si ça me ressemble. Exact. C'est comme ça que je l'ai vécu. Fait que ça, c'est là-dedans qu'on tire un apprentissage. Plutôt que de voir des échecs, on fait un apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tenter des expériences dans le but ultime de réussir et de passer la vie avec l'autre ou de... Moi, je suis beaucoup dans le moment présent aussi, là, donc... c'est rien pour acquis jamais. Puis, mais en même temps, chaque fois, c'est moi qui ai mis un terme à toutes les expériences. Donc, il y a probablement encore une peur d'abandon ou tu closes ça. Quelque chose. Oui, il y a quelque chose parce que j'ai toujours mis un terme sur un besoin de... Mais c'est-tu quelque chose qui est discuté avec le prochain, ça? Non, parce qu'encore là, on ne tient rien pour acquis, puis on est beaucoup dans le moment présent. Quand tu étais célibataire, est-ce que l'introspection t'a permis d'être bien avec ton célibat? De t'emparer de ton corps et de ton âme? Ah, mais vraiment. Tellement bien que j'étais rendue au stade où, juste avant de débuter ma relation qui m'est tombée dessus là, que j'attendais pas du tout, dans les semaines précédemment, je disais à mon entourage à quel point j'étais bien. Ah oui, je me souviens de ça. Puis que ça allait prendre vraiment quelqu'un d'extraordinaire en tabarouette pour venir briser mon petit bonheur en ce moment que j'ai réussi à créer. Que j'allais être une femme... Je suis entourée de femmes fortes et indépendantes, donc je me disais, moi, c'est ça ma vie, finalement, je vais simplement matcher les gens autour de moi. Puis si l'amour se pointe, ça se pointera, mais je l'attends pas, je ne le cherche pas, et bang! Il était sous mon nez depuis toutes ces années, je le voyais pas vraiment, mais en fait, j'étais pas prête, c'est une question de timing, carrément. Puis aujourd'hui, je vis une relation vraiment très saine, douce, on communique énormément comme j'ai jamais communiqué. Là. Mais savais-tu que tu es pas mal dans les statistiques? Hein? C'est qu'en réalité, c'est plus les femmes qui laissent les hommes. C'est vrai? Puis d'ailleurs, avec le niveau d'éducation supérieur, universitaire, c'est encore plus élevé. Ouais. Ah ouais? De manière générale, je pense qu'il y a les études aux États-Unis, c'est à peu près 70 le taux de rupture qui est initié par la femme. Hey, je ne connaissais pas cette statistique-là, je trouve ça énorme. J'ai l'impression qu'un coup que la femme met fin à la relation, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière parce que souvent, elle prépare la rupture depuis longtemps. L'idée est faite. Aussi. Alors que les hommes, peut-être, agissent plus impulsivement. Je pense que les hommes sont plus soit négligents, ce serait la première hypothèse. Ou dans le déni. Puis la deuxième, puis la deuxième hypothèse, ça serait peut-être qu'ils ont décidé de s'engager puis sont prêts à endurer des affaires qui ne sont pas endurables pour certaines personnes. Vous, dans vos relations, est-ce que c'est vous ou l'autre qui mettez un terme en majorité? Moi, c'est égal. Oui? Moi, ça a toujours été moi. Ah oui? Ouais, mais ça a toujours été moi parce que je me sentais mal d'avoir fait des choses dans mon couple. Ah! Donc,
Par culpabilité. Ouais, j'ai eu 2 séparations. J'étais en couple avec deux relations sérieuses. Ma première, c'était moi. Ça fonctionnait juste pas. Tu sais, c'est les premiers amours, l'amour du secondaire. Puis avec la femme que je suis actuellement, avec qui j'ai repris, ça fait près de 10 ans qu'on est ensemble, ben c'est moi qui avais mis fin à la relation il y a 3-4 ans parce que justement, je vivais des affaires de mon côté. Puis j'avais pas envie de lui faire vivre ça. Vous vous êtes jamais fait laisser? Ça m'est pas arrivé, mais j'ai déjà eu par contre des dates où je me suis pas fait rappeler, où ça fonctionnait pas, où je me suis fait dire un gros « Non, je veux pas de toi », ça m'est arrivé, mais j'ai jamais laissé personne, non. Non, moi non plus. Faut-tu... ça fait très mal. Ben, à l'occasion de la Saint-Valentin, d'ailleurs, étant donné que ça fait monter l'émotivité, il y a des gens que ça leur confirme qu'ils ne veulent plus être avec la personne ou qui n'ont vraiment pas envie de fêter la Saint-Valentin avec cette personne-là. Puis c'est le deuxième moment où je vois, moi, apparaître le plus de ruptures dans mon cabinet de consultation. Ah oui? Les fêtes et la Saint-Valentin. Oui, la période des fêtes. Juste avant le 23 décembre puis la Saint-Valentin. C'est les 2 gros moments de rupture. C'est drôle parce que c'est les périodes où on retrouve le plus d'activités dans les applications de rencontres. Ben oui. C'est fou. Pour vrai? Ouais. Les gens veulent pas être seuls. Les gens veulent pas être seuls à l'approche des fêtes et C'est pour ça. la Saint-Valentin. Mais c'est la haute émotivité. Tout le mouvement social, la pression sociale qui fait augmenter cette tension-là, c'est pas tout le monde qui est équipé pour bien la gérer. Puis il y a des gens qui vont parfois, ça va leur confirmer que c'est le temps de faire une rupture. Puis il y en a d'autres que ça va faire des ruptures hâtives qu'ils n'auraient pas faites s'il avait été dans un environnement plus calme. Non, c'est ça. Quelqu'un qui est mal avec son célibat, là, imaginez-vous ça. Là, hier, tout le monde a mis des photos de son couple sur Facebook. C'était la journée pour faire ça. Facebook, Instagram. Là. Choisissez votre réseau social préféré. T'es tellement vieux. Ouais, C'est TikTok. Des célibataires hier, des amis proches qui me disaient bon. Ben oui, moi aussi. Ma Saint-Valentin tout seul. Ouais. J'ai appelé un de mes amis là, pour venir. Hey, ça fait chialeux, ça. J'ai même une amie qui comme, m'a ben, écrit voyons. hier en me disant « Ouais, vous êtes toute une gang d'hypocrites, vous publiez juste des photos de votre couple à Saint-Valentin. » Elle a un peu raison, mais... Caroline. C'est vrai. J'ai une amie qui a posté, une amie célibataire, une magnifique amie célibataire qui a posté en story salut à tous les gars cute de mon Instagram qui posent des belles photos de couple aujourd'hui, mais qui le restant de l'année m'écrivent leurs meilleurs pick-up lines en DM. Ah, ouais, ça c'est drôle. Elle Ouais, dit, ça c'est là, très la drôle. story suivante, c'est c'est drôle, je pense qu'il y a un ménage naturel qui vient de se faire dans mes followers. Mais c'est vrai, les gars, Ouais. vous êtes épouvantables parfois. Ben là, je parle pas de vous autres, là, mais il y a des hommes qui vont cruiser des femmes célibataires alors qu'ils sont en couple. Ouais, ben et oui, qui ça vont arrive parfois souvent. même chercher de l'intérêt d'une autre pour s'assurer d'avoir quelqu'un au cas où ils décident de laisser. Là, tu es en train de valoriser les choses de ton bord, là, tu sais, du côté. Les femmes agissent bien, les hommes agissent mal. Non, là. l'inverse pourrait être vrai. Je pourrais te dire, c'est quoi Non, que les femmes font de peut-être Oh, excessif. Là. Ah oui, non. Excusez-moi, là, je vous parle de cette version-là parce que moi, c'est celle qu'on me partage, mais j'imagine que ça se fait à l'inverse aussi. Oui. Les, J'imagine aussi. tu sais, les cœurs, là, tu sais, mettre un gros cœur sur une publication de quelqu'un et non pas juste un like, mettons. Ouais. Est-ce que ça devrait pas être réservé à l'amoureux, ça? Hey, ça, là, les likes sur les photos, là. Non, mais il y a des gens qui analysent ça vraiment. Oui, Moi, j'ai une c'est amie, là, elle analyse tous les comportements de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je vous jure, elle est pire que le FBI. Ah, vas-tu bien, ton ami? Elle va bien, mais elle pousse. Elle pousse. Elle me sort des affaires des fois, puis elle a pas tort. Elle Ouais, a c'est raison ça. sur un tel et une telle qui se voient, mais que c'est par les likes, par les réactions sur les publications et tout. Puis récemment, j'ai un ami qui me disait, ben moi, je vais jamais comme adorer la photo d'une fille en bikini. Ma blonde, elle aimerait pas ça. Exact. Ouais. C'est pas fou. Mais ça, c'est la conscience qu'on pourrait dire de la netiquette. La netiquette, c'est les codes de compréhension sur le fonctionnement sur le net, donc sur Internet. Ouais. Il y a des gens qui font même pas la différence entre un emoji clin d'œil et un emoji sourire. Mais moi, j'en vois tout le temps plein de cœurs, puis plein de bonhommes amoureux, puis plein de... Ah! Mais tout le temps, j'ai tout le temps fait ça. Ça porte peut-être à Il y en confusion. a-tu qui suranalysent, justement? Tu viens de le dire, là, ça porte peut-être à confusion. Parce que c'est pas tout le monde qui parle le langage des emojis. Puis ça, tu viens d'ouvrir une porte incroyable. Ah oui. On n'a pas tous la même interprétation des Les emojis. emojis. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on peut faire pour tout se comprendre? Je pense qu'on Peut-être pourrait envoyer un quasiment faire emoji puis dire ce que ça signifie par la suite. La Ça réponse, enlève c'est facile. Le principe de l'emoji, c'est pas ça. Là. La réponse, c'est facile, c'est non. On ne peut pas tous se comprendre. On est fucked. Parce que les mots, c'est imparfait pour communiquer. Ouais. Puis les emojis, les images, impressions, tout ça, encore plus imparfait. Parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre le même feeling. T'sais, faites juste regarder quand vous parlez à quelqu'un qui est en maudit versus une personne qui est calme. Vous pouvez utiliser les mêmes mots, mais ça n'aura pas le même impact. les mêmes emojis. Ouais. Fait que les mêmes emojis, même chose. Mais moi, j'avoue que, personnellement, si ma conjointe envoyait un gros cœur à un ami de gars en disant « je m'ennuie de toi », je serais pas content.
Ouais, mais ça dépend dans quel contexte et dans quelle Moi, relation. j'en envoie tellement à tout le monde, gars, filles. Moi aussi, nous autres, on s'en envoie tout le temps. Puis On s'envoie You man, love you man. Oh. Même à mes chums, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais ça a une signification différente de quand je l'envoie à ma blonde, par exemple. C'est ça. Ouais. Mais c'est fascinant, hein, le langage du texting. Ah oui, on peut même quasiment faire un parfois- épisode là-dessus. Le petit lexique de l'emoji. Ben oui, mais même si on va plus loin que l'emoji, des fois j'écris des phrases, tout ce qui est de plus conventionnel, sujet amené, point à la fin. Et le point à la fin, les gens prennent ça comme si j'étais fâché. Pour eux, parce que je finis ma phrase avec un point, ils ont l'impression que je suis en tabarnak. Mais voyons donc. Ou en Alors que je fais juste écrire comme on Moi, je bloque des gens. Parfois, dans mes lives, je bloque des gens qui écrivent en majuscule dans le chat ou dans mes commentaires sur mes plateformes web. Je leur donne 2 ou 3 avertissements en leur disant, vous savez que vous êtes en train de crier dans le chat. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Puis il y a des personnes qui vont dire, ben non, c'est juste pour communiquer. Puis là, systématiquement avec des... Puis je vois quand même assez fréquemment des dérapages ensuite. Donc, les difficultés de comprendre le code social vont sur le long terme parfois être confirmées par plusieurs indices là, sur des difficultés d'interface sociale. Donc, même quand c'est expliqué et que ce n'est pas respecté ou pas compris, on voit la difficulté. On ne pourra jamais arriver à un juste milieu parce que dans la vie, en général, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les codes sociaux. Tout court. Alors, sur Internet, c'est le Far West. Ça prendrait un permis pour pouvoir aller sur Internet. Un permis? Oui, moi je pense que ça prendrait un permis. Il y a tellement de gens... Hein? Ça prendrait un cours pour avoir le permis? Ben, ou je sais pas, là, où tu fais une infraction, tu peux être dénoncé, puis là, bon, évidemment, ce serait pas... en ce moment, on peut semi le faire, là. Tu sais, je dénonce clairement des faux profils en ce moment, puis il les délite même pas, là. Puis c'est clairement de l'arnaque, il y a des faux profils. Mais il y en a chaque tellement. fois. Ah, c'est fou. Mais, tu sais, je trouve que les gens s'en permettent tellement derrière l'ordinateur, derrière l'écran, des choses qu'ils n'oseraient jamais dire en pleine face à un humain qui croiserait dans la rue. Oui, depuis 2009, il y a des études québécoises là-dessus, là, puis on appelle ça la relative anonymat du web. Fait que ça crée comme une espèce de distance où la personne ne se sent pas totalement impliquée, puis elle se permet, en raison de cette distance-là, et encore plus si c'est pas son vrai nom qui est écrit, puis sa vraie identité. Hein. Puis si on est en ça au domaine du dating, combien d'histoires que tu as entendues de filles qui ont reçu des dick pics non sollicités parce que justement, il y avait l'écran qui séparait les deux personnes, puis l'autre a trouvé que c'était une bonne idée. Ah, je vais l'attiser en y envoyant une photo de ma graine, elle va triper, puis elle va me rappeler, puis on va coucher ensemble. Je vais l'attiser ou je vais la provoquer. Moi, je pense qu'il y a des gars qui... on en a déjà semi-parlé. J'ai l'impression que c'est pour provoquer une réaction? Juste pour... Ou pour confirmer qu'elle n'est pas petite, là? Non, mais pour provoquer la fille, pour voir la réaction de la fille, tester la fille, voir comment elle va réagir. Parce que des personnes comme moi et Patricia, si je ne me trompe, j'ai entendu Patricia dire qu'elle n'en recevait pas des dick pics. J'en reçois pas, moi non plus. Probablement que les gars savent que je vais les revirer de bord si j'en reçois. Ouais, puis il y a des risques que toi, tu prennes la photo et tu as publié tes plateformes. Non, c'est illégal, parce que ça, c'est illégal. Je pourrais me faire poursuivre après. Oui. C'est illégal de faire ça. C'est illégal de le faire. On a vu plein d'artistes de l'UDA faire ça dans les dernières années. Oui, puis justement, il y en a qui se sont rétractés, qui ont enlevé des photos. Mais... qu'est-ce qui explique que des filles comme moi, comme Patricia, on n'en reçoit pas, puis d'autres femmes comme Chloé Mitsou ou Anne-Marie Ménard qui en parlent ouvertement, elles en reçoivent? Mais c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont être beaucoup plus dans la présentation d'une image érotisée de soi. Toi, tu ne présentes pas un gros contenu, on pourrait dire érotisant, invitation à l'appel érotique, alors que certaines personnes qui sont dans ce domaine-là pourraient peut-être être plus en train de sous-communiquer des indicateurs d'ouverture sexuelle. Puis là, quand un homme est en état de désir sexuel, il a tendance à surévaluer l'intérêt de l'autre personne envers son désir. Puis les femmes, inversement, selon les recherches, auraient tendance à moins percevoir les signes d'intérêt des hommes. Donc, c'est une des hypothèses. Puis l'autre hypothèse combinée avec la neuropsychologie, c'est que lorsqu'on est en état de désir sexuel, on prend des décisions basées sur nos sensations et non plus sur notre raison. Ça veut dire qu'un homme excité se dit « Hey, si je suis excité, ça va l'exciter aussi. » Puis là, il envoie ça de manière, parce que ça confirme sa sensation intérieure de « Ben, je suis excité, puis on se parle, donc elle aussi, ça va lui faire plaisir. » Oui, mais tu sais pas ce qu'elle fait. Elle est en train de souper avec ses parents pendant que toi, t'es excité chez vous. Là. Mais c'est ça. Ça témoigne, on pourrait dire, d'une certaine forme d'impulsivité puis de difficulté à comprendre où la limite entre la vie privée, l'érotisme, la vie publique. Il y a comme une zone de confusion maintenant dans notre société. Mais faites pas ça. Moi, je vois ça quasiment comme une agression.
OK, mais si on amène le débat un peu plus loin dans une conversation avec qui t'échanges sur les plateformes de rencontres virtuelles, par exemple, et là, vous mettez la table. Ça fait pas longtemps que vous connaissez, vous mettez la table tranquillement pas vite. Ou si c'est dans le contexte, si ça ne l'est pas, là. Tu rencontres une personne en ligne, tu y envoies, mettons, après une couple de messages, parce qu'il y en a beaucoup, là. Hey, le nombre d'histoires que j'ai entendues de gens qui faisaient ça ou qui avaient reçu ce genre de photos-là, c'est-tu correct parce qu'on est dans un contexte de dating? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit s'attendre à recevoir ce genre de truc-là puis pas être fâché parce qu'on le reçoit, vu qu'on est sur ce genre de plateforme-là? Ben là, ça dépend du type de conversation, puis de... Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est le partage de l'intimité. Ouais. Est-ce que votre intimité, c'est accessible à tous? Est-ce que ça coûte le prix moins cher qu'un abonnement Netflix pour voir vos organes génitaux? Il y a toutes les réflexions là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est un risque. Envoie ta photo à quelqu'un, tu sais pas ce qu'il va faire avec, là. Non, c'est vrai, ça. Puis, en tout cas, je sais pas. Puis, tu sais, les gars, il y a plein d'autres façons. Vous pouvez envoyer des belles filles, au pire, ou je sais pas, là. C'est quoi des belles filles? C'est quoi ça, des belles filles? Un belle fille, c'est un selfie de ton popotin. Ah! J'avais jamais entendu parler de ça. Non, Paul, sérieux. Non. Ah, un gars boxeur, c'est moi aussi, sexy, j'ai jamais là. parlé de ça, mais sérieux, Paul, il n'y a aucun homme qui se respecte qui envoie des photos de ses fesses. Là. Mais pourquoi pas plus une photo Non. de tes fesses que... Non, effectivement, là, je sais que ça se fait pas tant, là. Mais semble que c'est faites-le, extrêmement je vous donne l'idée bizarre, de le faire, là. Ouais. Mais c'est beau, un gars boxeur. Ben, tu me fais penser que c'est déjà arrivé avec ma conjointe. Bon. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a une photo de chess en boxeur dans le miroir, là. C'est super sexy. Ben oui, le là, gym. Pas mal plus qu'une photo directement de ton engin, là. Exact. Parce que c'est plus érotique que, on va dire, érogène. Okay. C'est le morceau de vêtement sur le corps. Exact. Sur le corps érotisant. Voilà. Mais c'est moi, mais c'est féminin, un homme. Ben, regarde, j'ai rien Pas contre tout, ça. un mais gars homme qui s'assume prendre une photo en de ses chest. fesses, ça fait pas féminin. Ben, Non, mettons, mais d'après dans le Jim. miroir, de côté, ou, D'après Jim, oui, ouais, une ok. photo après Jim, un gars en histoire, là. Ah, moi, mon amoureux, il m'a envoyé ça. J'aime ça. Elle a l'eau à la bouche. mais tu sais... Mais savoir à quelque part prendre possession de son intimité, puis de savoir à qui le partager, dans quel contexte. Il y a toutes sortes de paramètres aussi de protection de l'intimité. C'est pas la même chose si vous le partagez, on va dire, sur votre mur Facebook, mais visible pour amis seulement, ou en Messenger ou en Snapchat avec... il y a des applications conversations secrètes qui vont dire ne prenez pas de capture d'écran. Il y a toutes sortes de choses. Là, les gars, là, les filles, là, quand vous envoyez une photo en mode éphémère, quand vous recevez une photo en mode éphémère, ne prenez... je vais juste vous aviser que si vous prenez une capture d'écran de la photo qui vous a été envoyée en mode éphémère, là, mais ça avise l'expéditeur. Exact. Parce que le but d'une photo éphémère, c'est que ce soit éphémère. Si la personne voulait que ça reste à jamais dans ton téléphone, elle te l'aurait envoyé en mode régulier. Ah, ben là, tu présumes que les gens sont compétents pour démêler toutes ces options-là. Ben non, mais la personne en prend toujours bien la peine de mettre son téléphone en mode éphémère. Oui, mais peut-être que la personne qui le reçoit ne sait pas c'est quoi le mode éphémère. Ah, ben ça vire au noir. Mais le point important, ça serait, je pense, le consentement. Est-ce que la personne, elle vous a autorisé à garder une copie ou elle vous a envoyé un flash comme ça? Voilà, exactement. Ça, c'est vrai, premièrement. Deuxièmement, tu sais, ça peut briser une conversation chaude sur un moyen temps, là. De faire une capture d'écran, que l'autre en rencontre, puis la dit, hey, t'as pris une capture d'écran. J'avais dit non. Si je te l'ai envoyé en mode éphémère, c'est parce que je voulais pas. Tu comprends? Ouais. Donc. C'est vrai, ça m'a fait le syndrome de Paris, d'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris. Le syndrome de Paris? C'est une espèce de désenchantement d'arriver dans la ville de l'amour, qu'on a tellement raconté d'histoires formidables et merveilleuses, et avec les lumières, puis tout ça, puis là, d'arriver là, c'est beige, c'est gris, ça pue, puis c'est poche, genre, fait que ça fait... on appelle ça le syndrome de Paris. Je trouve ça tellement... Paris, je trouve qu'il y a une vibe là-bas, je me sens comme chez moi. J'adore la vibe de Paris. Ah non, moi j'habiterais là. Ben, peut-être de soir, c'est mieux, parce que c'est... Ah, tout à fait. Ah non, moi... Ah ouais? Non. Ben moi, d'après ce que j'ai vu sur Google Maps, je trouvais ça vraiment cool. Je suis jamais allé. Hey, mais moi, la seule chose que je déteste, c'est le décalage horaire. Ouais. Je m'habitue pas. Mon corps n'est pas C'est capable. Donc, je suis comme je me couche tard, me lève tard. Ouais. Mais Paris est une ville comme New York. Ah, moi, Paris et New York, ce sont mes villes j'aime tellement voyager avec mon esprit, moi, que quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, OK, fait que là, ici, il y a le Louvre, je suis déjà venu sur Internet. OK, fait que là, il y a Notre-Dame de Paris, je sais très bien de quoi ça a l'air en dedans. Là, j'ai déjà rentré 4-5 fois dans des films puis dans des jeux. Fait que je suis rentré en dedans, mais tu dis, bah, il me semble que c'était mieux quand c'était bien éclairé en plus. Fait que finalement, je suis allé me coucher. Toi, tu
tu l'as vu dans des contextes magnifiés, en C'est plus, ça. en photo, Voilà. puis tout ça. Syndrome de Paris. Ah, mon Dieu. OK, ben, c'est un vrai syndrome, Oui. ça, ou c'est toi qui l'as inventé? Non, non, c'est un vrai syndrome. C'est vrai, les gens arrivent là puis ils sont désenchantés. Exact. Ah ouais, on peut faire le parallèle avec les apps de rencontre. Mais oui, puis carrément. concernant ce qu'on parlait tout à l'heure. Exact. Un groupe de personnes qui ont le syndrome de Paris quand ils voient la fille Tu me arriver. devances exactement ça. Mais moi, j'ai fait l'expérience pour la première fois de VR, de réalité virtuelle, avec Oui. le casque. Je suis allée à Las Vegas. Je Oh. suis retournée à Las Vegas parce que je suis allée une fois. J'ai eu l'impression d'être là. Puis je vous jure, là, j'en reparlais avec les parents de mon chum, puis « Hey, je suis allée à Las Vegas! » Puis j'avais vraiment l'impression de marcher dans la ville, Ouais. puis de revoir des endroits que j'ai visités, tellement la sensation était réelle avec le casque de réalité virtuelle. Combien t'as perdu au casino? J'ai pas été jouer au casino, Ok. j'ai juste visité. moi, Vegas, là, je fais juste me promener, puis j'adore me promener dans Mais les quand villes. est-ce qu'il va y avoir l'option dans l'application GoSeeYou, le VR, là, que tu plugues direct, que rencontre virtuelle, VR? Ben, là, déjà, Oui. via la vidéo, là, les Non, non, gens- mais virtuelle, rencontre dans un espace virtuel avec le casque et Ouais. Ben, tu vois, avec Meta, je pensais qu'on s'ennuyait c'est là, cool. il y a Ouais. depuis 2 ans. tout. Ouais. Ben on s'en va là. Mais, Ben oui, ouais, ils font du gros progrès là. Oui, mais ça D'ici- va pas d'ici aussi 20 ans. vite qu'ils voudraient, là, je pense. Ben c'est ça, d'ici 10-15 ans d'après moi on va être bon, mais as-tu écouté l'entrevue, et pour ceux que ça intéresse, c'est l'entrevue avec Lex Fridman et Mark Zuckerberg où ils parlent de Meta puis ils font une entrevue Oui. dans le Metaverse. Non. C'est fascinant. Ah ouais. C'est vraiment bien fait, mais la technologie en ce moment pour les gens normaux, la plèbe, là, on n'est pas rendu. Hey, mais là, on est en train de faire la technique là, de Cendrillon encore. Là, on s'écarte de la... Oui et non. T'as raison, Paul. Oui, je dirais oui, puisque ça rejoint peut-être un petit peu notre sujet. Parce que semble-t-il, depuis une étude récente, en fait, il y aurait une méchante baisse de taux de relations sexuelles un peu partout dans le monde. Et ce serait du jamais vu depuis les années 70, que le taux serait aussi bas. Et ce serait peut-être dû à l'arrivée de la pornographie en ligne, aux réseaux sociaux, au virtuel. C'est que semble-t-il que ça crée tellement de moments spontanés, la dopamine dans le piton tout le temps, que les gens auraient peut-être moins d'envie sexuelle. Donc, ils vont plutôt se tourner vers la pornographie, la consommation du sexe virtuel qui apporte un sentiment et un résultat rapide, plutôt que de le faire dans la réalité. Et chez les jeunes, notamment, chez les 18-24, les jeunes, maintenant, apprennent la sexualité beaucoup plus par le virtuel, par la porno en ligne, que dans la vraie vie. Oui. Les rencontres dans la réalité, les préliminaires, découvrir tout ça, ce qu'on découvrait dans le temps, là, les années 60, 70, 80, on découvrait la sexualité dans la réalité, Oui. ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Et il y a l'anxiété de performance qui embarque par-dessus tout ça. Ouais. Les jeunes préfèrent s'autosatisfaire plutôt que d'aller tenter des relations sexuelles dans la réalité et de risquer de faire face. Ben, ils se voient moins tout court. Avec Exact. l'arrivée de l'Internet, les gens, ils vont moins festoyer dans les bars, ils se rassemblent moins, ils vont moins dans des parcs, ils vont moins dans... Donc, le fait d'être plus dans le cocon à la maison, ça fait en sorte qu'ils ont moins peut-être de rapports sexuels physiques, mais je pense pas qu'ils ont moins de sexe tout court. Parce que dans les écoles secondaires, là, moi, l'écho que j'ai de mes collègues psychologues et ça, c'est qu'il n'y a jamais eu des aussi gros taux d'intervention nécessaires sur ça, sur les problématiques d'envoi de nudes puis de sexualité mal gérée Mais sur le web. Encore là, on reste dans le virtuel. Dans la réalité, est-ce que les jeunes ont vraiment des échanges sexuels? Mais il ne faut pas opposer virtuel et réalité. Il faut Non, moi plutôt... j'ai l'impression que c'est le contraire. La logique là, veut, la cause à effet veut que oui. Si on prend en compte que la pornographie nous isole de plus en plus, puis ça fait en sorte qu'on se masturbe peut-être un peu plus à défaut d'avoir des relations sexuelles, je peux comprendre la logique derrière ça. Le problème est celui-ci. D'abord, comment on mesure que les gens ont moins de sexe? C'est ça. Des études qui sont fondées. Et secondo, j'ai l'impression que moi, c'est comme un tremplin, la pornographie. Peut-être que plus t'en consommes, plus t'as envie d'avoir des relations sexuelles. Et non, plus t'as envie de t'isoler. Tu as envie d'avoir des relations sexuelles, mais ce que tu regardes sur le web, c'est de la sexualité que tu vas peut-être avoir de la difficulté à reproduire dans la vraie vie. Ah oui. Donc, pour toi, c'est plus facile de rester en ligne que de le vivre. Et c'est un Peut-être. sondage réalisé, en fait, par IFOP, donc, qui est un organisme, c'est une entreprise de sextoy, en fait, Ah, c'est qui ça. a créé Fait que c'est plein de billets. Fait que déjà là, sondage, c'est pas une enquête tu sais, méthodologique, épidémiologique. Exact, qui a été créé par, tu vois, la source, c'est Une entreprise qui a des intérêts à présenter des chiffres spécifiques. Fait que c'est Pour toujours à vendre prendre des avec, jouets. avec modération là-dessus. Là. Mais je pense pas que les gens ont moins de sexe qu'avant. Je pense Non. que c'est biologique, c'est humain, c'est des pulsions, c'est animal avoir du sexe. Bon, ça dépend des personnes, vous allez me dire. Ouais, ouais. Mais Mais l'accès au plaisir immédiat, tu sais, aujourd'hui, on peut avoir accès en 5 minutes
à voir des corps nus de modèles de haut niveau macrosexuel, là, plus en 5 minutes que nos grands-parents de toute leur vie. Non, là, mais c'est ça. Ouais. Puis avec la réalité virtuelle, tu peux même vivre de la sexualité avec des hommes et des femmes, avoir l'impression d'être là. Donc, ça vient un peu troubler ta chimie du cerveau. Oui, notre cerveau, il n'est pas bien équipé pour gérer le plaisir. Il est plus équipé pour gérer les menaces. C'est pour ça qu'on est tout le temps stressé, d'ailleurs. C'est qu'on anticipe des menaces, des dangers. Donc, notre cerveau, il est super bien câblé pour ça. Mais dès qu'on tombe dans du plaisir, là, pouf, on tombe vite dépendant. Ouais. C'est ça. Donc là, tu es dépendant à toute la sécrétion de la dopamine constante. Donc, quand tu arrives dans la réalité, si ta relation sexuelle... C'est moins satisfaisant. Pas... Exactement. Ouais, puis j'ai l'impression aussi que la pornographie nous conditionne à la quête inlassable de la perfection. J'ai beaucoup d'amis qui ne couchent pas avec des filles qui sont belles, là, qui sont des belles femmes, mais non, c'est pas dans leur standard, eux autres, parce qu'ils sont conditionnés à voir, comme tu le disais, Paul, des femmes parfaites en ligne, des femmes au corps parfait, là, littéralement. Ça rejoint l'anxiété de performance dont je parlais tout à l'heure. Oui, puis les pensées irréalistes aussi. Et l'étude a été faite sur un échantillon de 1911 personnes qui représentaient la population française âgée de 18 ans et plus. Et ça révèle que 76% des Français ont eu un seul rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. Donc, une baisse de 15% depuis 2006. Il va vraiment avoir une autre étude qui confirme cette étude-là. Peut-être que ça marche. Ah, mais c'est comme si c'est pas une étude, c'est un sondage. C'est ça. Ouais. Puis ça a été repris énormément. J'ai vu énormément d'articles en lien avec ce sondage-là. Bien sûr, donc, ça fait bonne presse. Étude, effectivement, ouais. Alors, mais c'est très intéressant. Puis moi, je pense que ça se peut, là, que si tu consommes beaucoup de pornographie, tu as de la difficulté à avoir une relation sexuelle plus conventionnelle dans la réalité. Bien, c'est ça. C'est le mécanisme qu'on appelle l'hyposensibilisation en neurosciences. Ça veut dire faire baisser le seuil de sensibilité. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans les dépendances, là. On réduit de plus en plus nos expériences satisfaisantes à un objet ou à un fantasme ou à une affaire. Puis là, les gens, quand ils ont atteint une affaire, bien, ils vont augmenter le niveau d'intensité de la catégorie. Ouais. Moi, j'ai des gens qui me consultent qui vont écouter de la musique entre guillemets, de porn en background, juste pendant qu'ils travaillent. L'audio porn. Parce que ça leur stimule quelque chose. Mais dans la vie sexuelle de tous les jours, c'est plus satisfaisant. Là. C'est comme rendu hyper-hyposensibilisé, puis ça présente un symptôme de manque même quand ils travaillent. Là, je fais des généralisations, là, je parle pas d'une personne. Là. Il y a des gens qui sont accros aux likes sur les applications de rencontre. Oui. Qui vont carrément, mais même les notifications de notre téléphone sont là pour ça. Oui. Pour nous accrocher, pour nous créer un petit rush de dopamine, aussi minime soit-il. Oui. Dès qu'on reçoit une notification, on a envie de prendre notre téléphone et d'aller voir qui nous attend. Et sur les apps de rencontre, je connais quelqu'un qui était carrément dépendant. Même lorsqu'il a rencontré l'amour, ça a été un sevrage pour lui que de se défaire de son compte Tinder. Ben oui. Parce qu'il collectionnait littéralement les likes, il les accumulait sans nécessairement aller plus loin. Lui, c'est juste de savoir qu'il y avait des likes, ça lui procurait une certaine forme de plaisir. Ah, j'ai déjà vu ça souvent, moi, en consultation, thérapie de couple, des conflits là-dessus, parce que la personne a dit « Tu m'avais dit que tu avais supprimé ton compte Tinder. » Puis la personne a dit « Ben oui. » Puis là, quand on regarde la réalité, il a juste pu supprimer l'application, mais a laissé le compte actif. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les gens parfois ignorent. Exact. Lorsque tu supprimes l'application de ton téléphone, ton profil demeure en ligne. Exact. Tu dois te rendre dans la section réglage de l'application pour supprimer ton profil. Puis des fois, il y a suspendre aussi et non pas juste supprimer. Fait qu'en suspendre, tu peux continuer d'avoir des discussions avec ceux que tu as déjà des matchs. En tout cas, c'est compliqué. Tu peux simplement cacher ton profil. Donc, ça garde tes conversations. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la libération sexuelle là, depuis les années 70 et la baisse de sexualité là, que tu mentionnais dans ton sondage? Je comprends pas trop le lien. Ben, c'est parce que c'est un peu étrange que depuis la libération sexuelle de la femme... Le taux de relations sexuelles est baissé. Ouais, comment ça se fait alors? Mais comment t'expliquerais le lien? Ben, c'est Est-ce qu'on s'assume plus et en tant que femme, parfois on peut arriver à se donner du plaisir plus en solitaire, donc on en aurait moins? Non. Mais les femmes ont plus le choix maintenant de faire l'amour ou non, c'est ça? Ben, je sais pas, ce seraient des hypothèses intéressantes. J'essaie de voir, vous autres, comment vous réfléchissez ça. Mais je pense qu'en se donnant la permission de s'ouvrir, on a un enthousiasme d'avoir le droit à la liberté de le faire. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas sans conséquence sur le rapport au plaisir dans le cerveau. Fait que je pense que c'est un peu comme se tanner d'une belle bebelle. Ouais. Il y a des gens, je pense, qui, après l'enthousiasme de la libération sexuelle, ont pu vivre une espèce de désenchantement puis se retirer peut-être
Du marché sexuel. Peut-être. Puis pour ce qui en est pour ce qui a trait à la pornographie, j'ai l'impression que moi, ça fuck nos relations sexuelles. La vision qu'on a des relations sexuelles. Parce que plus on en consomme, plus, et c'est ma théorie, on voit les relations sexuelles par scène. Puis si la relation se déroule pas un peu comme ce qu'on voit dans les pornos, on a l'impression qu'on a échoué. Ah oui, on est dans la performance davantage que l'expérience. De voir une relation sexuelle par scène, littéralement, par petits fragments. OK, ça va être ça, après ça va être ça, après ça va être ça, au lieu de juste se laisser porter par l'énergie du moment. Bien, en thérapie, moi, c'est une analogie que j'utilise avec les gens. Je leur dis, ta difficulté sexuelle là, que tu me parles, est-ce que c'est un épisode ou c'est l'histoire entière? Puis là, si c'est juste un épisode, ben OK, ça veut dire que ça arrive un mauvais épisode dans une série là, qu'on écoute. Là, mais si toute l'histoire au complet est poche, la saison 2 aussi est poche, ben là, peut-être que c'est ton rapport à ton choix d'histoire qu'il faudrait changer. Puis là, les gens, ah OK, si je peux choisir mes séries sur Netflix, je peux peut-être choisir aussi mon histoire sexuelle. J'aime vraiment ça, cette analogie-là. Vraiment. C'est super intéressant et c'est déjà la fin. Non! Ça a passé à la vitesse de l'éclair, ça a juste aucun bon sens. Ça va tout le temps trop vite avec Paul. Mon Dieu, ça va toujours trop vite avec Paul. Paul qui revient déjà lundi prochain. OK, Jacques, c'est bon. Cathy Savard avec nous. J'ai hâte. Et Paul Simard qui va être avec nous. Donc, on va avoir un beau duo d'invités. Elle est incroyable, Cathy. Dès lundi. On aime beaucoup Cathy Savard, qui est spécialisée en hypnose, finalement. En méditation. Elle est travailleuse sociale. Donc, on va avoir... d'affaires, en plus. Oui, exactement. Et elle fait des stories incroyables. Une belle-mère extraordinaire pour mon garçon. Oh, conflit drôle! Donc, merci beaucoup. Paul, d'avoir été de notre docteur Paul Simard, psychologue que tout le monde aime ici à la station. Depuis que je t'ai fait découvrir, tout le monde te veut. Exact. Puis là, si vous voulez une consultation, sachez que c'est possible. Vous avez juste à checker Dr Paul Simard, psychologue sur le web. Écrivez-moi en privé, je vais vous envoyer tous les détails reliés à la prise de rendez-vous. Tout ce que tu partages, chaque fois qu'il partage des stories ou des capsules, il faut qu'on parle de ça. Oh mon Dieu, ça c'est intéressant, faudrait qu'on parle de ça. Puis là, après ça, j'oublie, les stories disparaissent. Tout ce que je vois, c'est faut qu'on parle de ça. Je suis comme, merde, qu'on parlait donc. donc, je vais tenter de prendre des notes. Ça explique le début de l'épisode d'aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, absolument. Voilà. Donc, merci beaucoup, Dr Paul Simard, psychologue. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres encore une fois. Et merci, Max, d'être à la barre de ce show-là en ma compagnie. C'est toujours un plaisir de travailler à tes côtés. Je t'adore. Et je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Et vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98 Radio X.